tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux et celles qui auraient raté la vidéo qui présente ce challenge et donc les livres que j'avais sélectionnés, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste ici. Pour les autres, c'est parti pour faire un bilan de mes lectures. Comme il y en a beaucoup, j'accélère. 4 menus. Le premier, Automne frissonnant. J'avais sélectionné de mémoire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouquins. Et sur les 7 bouquins, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sachant qu'il y a eu un petit changement de programme. Ma première lecture, il s'agit de La disparition de Stephanie Myler de Joel Dicker, qui remplace Famille parfaite de Lisa Gardner que j'avais présélectionné. Joel Dicker, je ne vais pas m'étendre, c'est l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, du livre des Baltimore, de Le dernier jour de nos pères, bref, c'est un de mes auteurs phares. Pourquoi alors, quand celui-ci est sorti, je ne m'étais pas jetée dessus? Eh bien, parce que tous les gens autour de moi qui aiment Joel Dicker étaient hyper déçus. Résultat, trop peur d'être déçu et trop influencé, j'ai attendu que le temps passe. Eh bien, au final, je ne comprends pas trop pourquoi il a tant fait parler de lui en des termes décevants. C'est vrai que je l'ai trouvé un peu moins palpitant et un peu moins bien écrit que ses prédécesseurs. Néanmoins, j'ai été complètement plongée dans l'histoire. Stephanie Myler, jeune journaliste, remue un peu le passé en s'intéressant à un triple meurtre qui avait eu lieu dans la ville d'Orphea dans les années 90. Sauf que cette jeune journaliste, qui va aller parler au policier qui à l'époque était chargé de l'enquête, va disparaître juste après ces révélations. Et alors là, c'est parti pour un méli-mélo et un bric-à-brac d'événements qui vont clairement faire comprendre à cet enquêteur qu'il s'est planté de coupable. Comme c'est un Joel Dicker, évidemment, à chaque chapitre, on pense que c'est un tel, mais non, c'est une telle. Enfin, on va de révélation en révélation et il est très fort pour brouiller les pistes. Néanmoins, je suis quand même assez fière car j'avais deviné qui était le véritable assassin. Et je ne l'ai pas deviné trop tôt dans le livre. Résultat, j'étais quand même en mode suspense. C'est juste que dans les 50 dernières pages, quand j'ai eu raison, j'ai fait un énorme « je le savais ». Juste histoire de m'auto-congratuler un petit peu. Donc pour moi, c'est une lecture hyper sympa à lire. C'est vrai que si on me demande lequel j'ai le moins aimé de Joel Dicker, ce sera celui-ci, juste parce que je trouve qu'il a été peut-être un peu plus bâclé sur la plume. L'histoire elle tient debout mais elle était moins originale que les autres. Mais voilà, c'est une bonne lecture et c'est à faire. Voilà, c'est un bon petit pavé mais ça se lit hyper vite tellement qu'on est pris dans l'histoire. Toujours dans le menu Automne frissonnant, j'ai relu et découvert le second tome de RIP et du coup j'ai relu le premier pour me remettre un peu les idées claires, de Gates et de Julien Monnier au dessin aux éditions Petit à Petit. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, Gates ce n'est autre que mon grand frère. Du coup pareil, j'y suis allée en me disant ok, t'essaies d'être le plus objectif possible, c'est pas ton frère qui a écrit ce bouquin. Difficile d'oublier que c'est mon frère, sachant qu'il a mis plein de petits clins d'œil et autres expressions familiales que j'entends tout le temps à la maison. Donc ça c'était des petits sourires. Néanmoins et en toute objectivité, je suis très fière de cette BD et je trouve que le tome 2 est encore meilleur que le premier. RIP raconte l'histoire d'un groupe de personnes dont le métier est d'aller, vous savez, récupérer les objets de valeur chez les gens qui sont décédés. Mais attention, chez les gens qui sont décédés et dont personne n'a réclamé le corps. Résultat, c'est crado et il y a plein de mouches parce que vous imaginez l'état de décomposition des corps, parfois dans lesquels ils les retrouvent. Il y a plusieurs petites intrigues qui se promènent dans cette histoire et ce qui est super en fait c'est qu'il a écrit ça sous forme d'épisodes, ce qui fait que le premier tome nous racontait l'histoire de Derek et le second tome éclaircit un peu l'histoire d'Eric, mais au travers de l'histoire de Maurice. Pour l'instant, cette série est prévue en 6 tomes et chaque tome reprendra l'un des personnages. Tous ces personnages ont des caractères hyper francs, hyper originaux et du coup, moi j'ai hâte de voir les prochains tomes, de voir le passif de tous ces autres personnages pour qu'ils se retrouvent à faire ce métier hyper sordide. Donc chapeau Frangin, vraiment je trouve que c'est ton meilleur boulot jusqu'ici. Continue comme ça. J'ai ensuite lu Mourir sur scène, donc une histoire originale de Michel Bussy, adaptée en bande dessinée aux éditions Petit à Petit. Mourir sur scène, ce qui est rigolo pour moi, c'est que ça se passe à Rouen, donc là où je suis née et là où j'ai grandi. Donc tous les lieux déjà, je les connais. En plus, ça se passe pendant un événement mythique en Normandie qui n'est autre que l'Armada, lorsque tous les plus grands bateaux du monde viennent sur les quais de Rouen et où c'est la fête pendant une semaine. Il y a des marins partout dans la ville, il y a des concerts, enfin, c'est vraiment un moment qui a lieu tous les 5 ans et qui est hyper mythique et hyper sympa pour tous les Normands. Que se passe-t-il au travers de Mourir sur scène? Un matin, on retrouve un marin
assassiné sur les quais de Seine. Forcément une enquête va éclater, forcément plusieurs pistes vont être menées et je vous en dirai pas plus parce que ça va très vite donc j'ai trop peur de vous donner déjà trop d'éléments. Pour ce qui est de l'adaptation en BD, les éditions Petit à Petit, vous le savez parce que j'en parle souvent, ont comme spécialité le docu-BD, c'est-à-dire qu'entre les planches de BD, il y a des pages documentaires qui vont nourrir l'histoire, qui vont vous faire découvrir des lieux, des traditions, des coutumes. Vraiment, on revient sur des passages historiques. C'est rigolo de suivre une intrigue principale, mais qui est entrecoupée de moments où on va nous apprendre des choses sur les marins qui viennent de tel pays, on va nous apprendre des choses sur l'histoire de l'Armada, on va nous apprendre des choses sur une légende, on va nous apprendre des choses sur la police. En ce qui concerne l'histoire de Michel Bussy, j'ai pas été hyper convaincue. Voilà, Michel Bussy, j'en ai quand même lu pas mal de cet auteur, et c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Mais là, Mourir sur Seine, j'ai trouvé que ça allait très vite, que c'était très flou. Au final, la chute, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et on dit « Ah ouais, c'est ça, bon bah ok ». Donc voilà, c'est pas l'histoire que j'ai préférée, mais rien que pour les pages docu, ça vaut le coup d'œil quand même. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu dans la catégorie Automne frissonnant, il s'agit de L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Je vous en ai rapidement parlé dans ma vidéo de sélection de livres à lire pour Halloween. Nobody Owens est un petit garçon dont la famille a été assassinée par un Jack. Un Jack, c'est un tueur qui fait partie d'une confrérie de Jack. Je vous en dirai pas plus, vous découvrirez ça bien assez vite. Il a survécu à cet assassinat en se réfugiant alors qu'il n'était qu'un bébé dans un cimetière. Et les morts de ce cimetière, les esprits, les fantômes ont décidé de le protéger et de le cacher car le Jack ne peut pas rentrer dans le cimetière. Il est en plus de ça protégé par Silas, qui est un de ses amis et qui est un être ni vivant ni mort, c'est vraiment très particulier. Et donc il va contribuer à son éducation avec les esprits du cimetière. Vraiment, j'ai adoré l'univers. L'univers est super sympa. Quand vous aimez les trucs un petit peu, je vais pas dire d'horreur, mais de monstres, les petites légendes, c'est vraiment chouette. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'on va suivre Nobody dans toute son enfance, et du coup, il va quand même aller découvrir des gens qui ont vécu à des époques totalement différentes. Et grandir dans un cimetière, c'est quand même assez cocasse, donc vous avez pas souvent l'opportunité de lire ce genre d'histoire. Deuxième chose qui m'a plu, c'est qu'il y a pas mal d'illustrations en fait dans le livre, sans être non plus totalement conquise par les dessins. Je trouve que comme ils sont en noir et blanc, ça rajoute quand même un peu à cette ambiance morbide d'un cimetière quand même, vous voyez. Très bonne lecture, pas de coup de cœur, un peu déçue par la fin, c'est pour ça que j'en suis restée juste au stade très bonne lecture. Cependant, Neil Gaiman, j'ai beaucoup aimé la plume et du coup je vais essayer de m'intéresser à ses autres titres. C'est tout ce que j'ai lu pour le menu Automne frissonnant. Il ne manquait que Moby Dick pour la catégorie Les Os de David Jones. En fait, j'en ai lu la moitié. Et c'est juste que c'était un moment où j'avais plus envie de lire ça, j'étais vraiment pas dans ma lecture et j'avais vraiment besoin de faire une pause dans le challenge. Donc je pense que c'est une lecture que je n'abandonnerai pas parce que c'était sympa, mais vous voyez, ça m'a pas non plus conquis au point que je pouvais pas lâcher le livre. Donc je le reprendrai avec plaisir, mais voilà, là il n'est pas validé pour le challenge du coup. Second menu, rappelez-vous, il s'agissait du menu Automne enchanteur. Je l'ai commencé avec une petite romance bien mignonne, qui n'est autre que Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu raconte l'histoire d'une jeune fille qui, quand on l'embrasse, elle disparaît. Est-ce que j'ai été totalement séduite par l'histoire ? Non, car j'ai trouvé qu'elle manquait de profondeur et je pense que l'auteur je pense sincèrement que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin. Par contre, totalement séduite par la plume, une fois encore, de Mathias Malzieu. Cet homme, il écrit vraiment trop bien, c'est unique en son genre, c'est hyper... Moi je trouve que c'est assez fantasmagorique, assez fantastique, il joue sur les mots, beaucoup de métaphores, il joue beaucoup sur les rimes. C'est assez musical, mais bon, comme c'est Mathias Malzieu, on n'en attendait pas... Enfin, on n'est pas vraiment étonné de la part du leader du groupe Dionysos. J'ai ensuite lu pour la catégorie Nature Writing Monte d'Idio de Eri De Luca. Monte d'Idio, on va suivre l'enfance, l'adolescence du coup d'un jeune homme qui vit dans l'Italie d'après-guerre et donc après une grande pauvreté et qui travaille chez un cordonnier et qui partage du coup ses tâches avec Raffagnello, qui est un vieil homme, que je suppose polonais, car le pays n'est jamais vraiment dit, mais au vu de ce qu'il raconte de sa vie, voilà, moi je dis qu'il vient en tout cas d'Europe de l'Est, ça c'est sûr. On va pas se mentir, dans Monte d'Idio, c'est pas la trame scénaristique qui nous tient en haleine. Non, ce qui va vous charmer, c'est la plume. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, j'ai vraiment aimé la plume d'Eri De Luca, et quand je l'ai partagée sur Instagram, j'ai eu une avalanche de likes, donc je pense qu'énormément de gens en fait connaissent cet auteur et étaient plutôt d'accord avec ça. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ses autres écrits. Si vous recherchez toujours des livres dans lesquels il se passe plein de trucs, c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous avez envie un petit peu de voyager,
et d'être totalement séduit par un jongleur de mots tel que cet auteur, allez-y, Monte d'Idio, c'était vraiment très beau et j'ai pas arrêté de surligner des passages. En plus, vous voyez, ça se lit quand même assez vite parce que c'est écrit en mini-chapitres, voilà, des petites parties de 2-3 pages à chaque fois qui reviennent sur des situations de vie. Eri De Luca, je vais aller creuser pour voir si c'est comme ça dans tous ces livres ou si c'est juste celui-ci. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce livre, donc merci Macaro. Troisième livre de cette catégorie que j'ai lu pour la catégorie Prenez garde aux souliers pointus, je suis évidemment allée vers le second tome des Sorcières du Clan du Nord. Messieurs, dames, votre attention s'il vous plaît. Il s'agit d'un coup de cœur. Les Sorcières du Clan du Nord, je vous en avais déjà parlé au mois de janvier, le lien de la vidéo est par là. J'avais adoré l'univers, j'avais trouvé ça un poil enfantin, mais vraiment c'était les sorcières qu'on aime, qui vivent dans la forêt, qui font des incantations en rime, qui avec de la bave de crapaud, des griffes de souris te font une potion. Il y avait tout un côté prophétie qui était très bien mené et qui, dès qu'il y a une prophétie, vous savez, dans les livres fantastiques, on se dit « ah, encore ». Et là, non, c'était super. Et puis il y avait cette amitié naissante entre une jeune fille humaine qui ne s'était jamais sentie à sa place et une autre sorcière qui ne s'était jamais sentie à sa place non plus. Dans le tome 2, Poppy et Clarée sont toujours au cœur de l'histoire, mais nous allons surtout suivre l'histoire de la maman de Clarée et de sa meilleure amie Badiane quand elles-mêmes, toutes les deux, elles étaient jeunes sorcières débutantes. On retrouve du coup cette confrérie de femmes qui vit au fin fond des bois, on retrouve l'ordre des sorcières, on retrouve les incantations, les champignons magiques et le fait de parler aux animaux. En parallèle de ce qui se passe actuellement, du fait que Poppy, elle a fui, sans trop vous spoiler, elle a fui très loin et que du coup tout le monde la cherche. C'est superbe parce que c'est bien écrit. Qu'est-ce que c'est bien écrit? C'est bien mené, c'est original, on est dedans, on lit, on dévore les pages. Vraiment, moi j'ai été complètement charmée et pourtant j'en attendais pas grand chose, ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle, je sais pas pourquoi je le repoussais comme ça. Irena Brignoul, autrice à suivre, je ne sais pas s'il va y avoir un tome 3 parce que le tome 2 se termine d'une manière qui pourrait être le point final de l'histoire et en même temps c'est une fin assez ouverte. Si vous aimez les sorcières, si vous aimez les histoires remplies de poésie, c'est fait pour vous, jetez-vous dessus, c'était super bien. Mon humaine est folle, sortez-moi de là, appelez-la Espera. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'il veut de l'attention. Tu ronronnes? Oh, il ronronne. On continue, troisième menu automne, douceur de vivre. Alors là, j'ai lu 3 bouquins, je crois, dont 2 que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc je vais commencer par ceux-là. J'ai commencé par le livre Swimming Pool de Sarah Crossman, qui n'est autre que l'autrice d'Inséparables, qui a été un coup de cœur incroyable pour moi il y a 2 ans. Du coup, Swimming Pool, j'y allais, j'osais pas trop tremper mes pieds dans le bassin. Putain, cette fille est drôle. Parce que j'avais tellement aimé Inséparables que je me disais, mais mon Dieu, faites que ce soit aussi bien. Résultat des courses, c'était une très belle lecture. Le sujet était moins bouleversant que celui d'Inséparables. Sarah Crossman a fait ce choix d'écrire ses livres en vers, donc c'est très poétique. Et ça raconte l'histoire d'une adolescente immigrée à Londres, du coup, qui adore aller faire de la natation. C'est un peu son échappatoire parce que, au final, être un réfugié à Londres, c'est pas aussi simple que ce qu'elle espérait. Voilà, elle avait beaucoup d'attentes envers ce pays et elle n'a pas été accueillie de la manière dont elle rêvait. C'est une lecture qui se lit en 1 heure, qui est toute douce, qui est remplie de doux sentiments, qui est bouleversante parce que, en soi, l'histoire n'est pas bouleversante, mais la plume de Sarah Crossman est tellement touchante que oui, vous risquez d'être ému, de sourire, de pleurer, ça dépend vraiment de votre sensibilité. Ça a été un très beau livre et je pense qu'en fait, à chaque fois que Sarah Crossman en écrira un, j'irai le lire comme ça parce que ça se lit tellement vite et c'est tellement agréable. C'est vraiment un petit cocon pendant 1 heure dans lequel vous pouvez vous plonger. J'ai ensuite lu le mythique Café du bout du monde de John Strelecki. Si vous n'en avez jamais entendu parler, le Café du bout du monde, c'est un petit peu le bouquin à lire quand vous vous intéressez à tout ce qui est lecture, comment est-ce qu'on dit déjà? Lecture bien-être, psychologie. Moi, c'est des lectures que je ne fais pas trop. Mais voilà, le Café du bout du monde, j'en entends parler depuis tellement d'années. Je crois que quand j'étais au collège, j'en avais déjà entendu parler. Et apparemment, il a bouleversé la vie des gens. Donc je me suis dit, allez, j'ai envie que ma vie soit bouleversée, allons-y. C'est très simple, c'est l'histoire d'un monsieur qui va prendre la route de nuit, qui va se perdre.
et qui va s'arrêter dans un café du bout du monde dans lequel il va être accueilli par le patron et on va dire la serveuse du café. Lui qui venait juste manger un bout, il va sortir de là complètement bouleversé dû aux échanges qu'il va avoir avec ce patron et cette serveuse. À la manière d'un psychologue, ils vont le mener au travers de leurs échanges et des questions qu'il pose à s'interroger sur le sens profond de son existence. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il vit sur Terre? Quel est son but? Est-ce qu'il a peur de mourir? On revient vraiment sur les questions les plus existentielles qu'on peut se poser. En fait, c'est pas mal parce que, moi je vais pas vous mentir, j'ai pas été complètement conquise parce que je suis assez hermétique à ce genre de lecture. J'ai beaucoup de mal en fait à me mettre dedans. Je trouve que souvent c'est un peu... on met les pieds dans le plat dans un sujet, c'est très moralisateur et c'est difficile de prendre du recul avec ce genre de lecture. On est tellement englobé par toute une thématique que souvent le recul... là c'est plutôt pas mal parce que le fait que ce soit un peu fictionnel avec un personnage qui discute avec d'autres, en fait vous le regardez, vous êtes dans ses pensées, donc vous le voyez lui-même s'interroger sur le sens de sa vie, de son existence, ses rêves. Et en fait moi ça a pas fait quelque chose tout de suite, c'était plusieurs jours après, voilà, j'étais en train de préparer un voyage et en fait ça m'a fait comprendre des choses sur ma manière de voyager mais aussi sur ma manière d'être et j'ai pu prendre un petit peu de temps toute seule, mais vous savez c'est comme ça, vous marchez dans la rue et puis d'un coup vous y pensez, puis hop ça chemine, ça chemine, ça chemine. Prendre un petit peu de temps pour voir les évolutions en fait que j'avais fait depuis, je sais pas, depuis 10 ans que j'ai quitté le lycée. Voilà, ça va pas transcender ma vie, mais des fois c'est pas mal de prendre le temps, de prendre du recul un peu sur son existence et de voir où on en est. Donc si comme moi vous êtes pas trop adepte de ce genre de lecture, comme il se lit vite et comme comme je vous l'ai déjà dit, comme c'est sous le format d'une conversation, c'est accessible et c'est pas mal. Donc je vous le recommande. Voilà. Et enfin, le dernier livre de ce menu que j'ai lu, pour la catégorie L'autre mer, il s'agit de D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Ça correspondait pas du tout à la catégorie L'autre mer au final, mais ça a été une super lecture. On n'est vraiment pas passé loin du coup de cœur. Ça raconte l'histoire d'une amitié entre Delphine de Vigan, enfin entre la narratrice et une jeune femme. Une amitié hyper fusionnelle, mais qui en même temps va être assez nocive. On va voir petit à petit comment cette amitié qui commence juste par une rencontre de nanas qui s'entendent bien va devenir de plus en plus centrale dans la vie des deux. Et il y a des moments où on se dit mais c'est hyper glauque et puis d'autres moments on se dit mais pourquoi j'ai pensé que c'était glauque, en fait c'est juste normal. Bref, ça prend vraiment une tournure mais vous ne pouvez plus lâcher ce livre. Et alors la fin. Ça faisait longtemps qu'une fin m'avait pas autant énervée tellement que je voulais qu'on me dise voilà qu'on couche sur le papier. C'est ça la fin. Et non, c'est genre à la Shutter Island, ça se termine et on ne sait toujours pas ce qui est vrai, ce qui est faux. En fait, je veux pas vous gâcher la surprise. Donc, c'est un livre, vous y allez juste en vous disant que ça va vous triturer les méninges, mais que ça va être super. Et puis la plume de Delphine de Vigan, y a rien à dire quoi. C'est trop bien écrit, le rythme est génial, les sentiments qu'on ressent avec sa plume sont explosifs. Donc clairement, je vais aller me procurer tous ces livres et puis je vais m'en faire un de temps en temps comme ça pour le plaisir, tellement que c'était bien. Pas de coup de cœur parce que je vous jure cette fin, je l'ai un peu mauvaise parce que je vais passer des années en fait à me triturer les méninges moi si je bloque dessus avec mon côté un peu taré. Je sais que j'ai pas fini d'en parler quoi. Donc s'il y a des gens qui l'ont lu, venez, on se fait une conversation privée pour pas spoiler les gens et puis on discute. Vous penchez pour l'équipe bleue ou l'équipe rouge. Voilà. Et enfin, le dernier menu, il s'agit du menu qui m'intriguait le plus, le menu Automne Astral. Et là j'ai un peu craqué mon slip parce que j'avais prévu 3 lectures et j'en ai lu 6. Donc on revient très vite sur mes lectures parce que ça commence à faire long tout ça. Dans la catégorie Rêverons-nous de moutons électriques, j'ai lu le mythique Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Le meilleur des mondes, c'est simple. Monde futuriste, nous ne nous reproduisons plus. On continue de faire l'amour, hein. Mais voilà, ça n'engendre pas des bébés parce qu'on fait tout pour. Les bébés sont créés dans des éprouvettes et on se débrouille pour que génétiquement ils soient parfaits pour la tâche qu'ils doivent accomplir. Mais quand je vous dis dans des éprouvettes, c'est-à-dire qu'on fait pas bébé par bébé, non, on fait des stocks d'éprouvettes. Allez hop, tout cela ils seront ouvriers. Allez hop, tout cela ils seront pilotes d'hélico. Donc c'est totalement déshumanisant, évidemment, et en plus les humains qui vivent là, moi j'ai trouvé que c'était hyper glauque parce que toute leur vie est aseptisée, ça dénonce énormément la société de consommation parce qu'en fait leur but dans la vie c'est de consommer.
et de faire des activités tout le temps, voilà. On fait tout pour pas qu'ils réfléchissent. Il faut pas qu'ils se posent de questions, on évite de les réunir trop en groupe pour qu'ils s'attachent les uns aux autres et que du coup ils se mettent à chercher un sens à leur vie. Les couples, pareil, à partir du moment où tu ne procrées plus, liberté totale, hein, tout le monde fait des bisous à tout le monde. Donc on est vraiment dans une image du futur qui peut être idéale pour certains, mais que moi j'ai trouvé hyper triste. En plus il y a des réserves humaines qui existent, où il y a des gens qu'ils appellent les sauvages, donc ils sont totalement dépeints dans l'image qu'on a du sauvage, hein, tout nu, crado, qui vit dans la forêt. Donc bref, on est dans la tête de plusieurs personnages qui vivent dans cette société. Et un jour, ils vont ramener un des sauvages de cette réserve dans leur monde pour l'éduquer et pour que tout le monde puisse voir à quoi ça ressemble un sauvage. Et là, ça devient vraiment glauque, voilà. La fin, tu vas t'en rappeler, parce qu'elle est marquante. Je pense que c'est pour ça que ce livre est aussi connu. L'histoire est trop longue. Moi je trouve que si on enlevait 100 pages, ça passerait beaucoup mieux parce que c'est écrit en hyper petit et c'est déjà un langage très soutenu. Et en plus, comme c'est très futuriste, il y a énormément de science, voilà, c'est très scientifique, donc il faut s'accrocher. Voilà, c'est aussi un livre, tu peux lire autre chose en même temps pour te détendre. Mais voilà, lis-le, c'est pas mal, il faut le lire. C'est glauque, je t'ai prévenu, hein. Mais lis-le, au moins la culture G, comme ça après. J'ai lu un autre classique, je ne l'ai pas car je l'ai emprunté à la bibliothèque. Mais voilà, j'ai lu le fameux Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Oh, qu'en ai-je pensé de ce fameux Petit Prince? Bah écoutez, moi je suis partie avec plein d'a priori. Dans ma tête à moi, c'était un livre pour enfants, pas du tout. C'est pas du tout un livre pour les enfants. Ou alors les enfants ils comprennent rien aux métaphores et à tout ce qu'il y a derrière. Eux ils voient juste un petit bonhomme dans son avion qui s'arrête sur toutes les planètes et qui va rencontrer un enfant amoureux d'une fleur. Je m'attendais pas du tout à toutes ces petites critiques, ces métaphores du monde réel. Donc tout ça, j'ai trouvé ça très beau. C'est très bien écrit, hein, je comprends pourquoi c'est aussi connu. Après, j'ai été un peu déçue parce que c'est pas non plus dingue. Je peux comprendre que ça bouleverse des gens, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine culture d'analyse, de voir ce qu'il y a entre les lignes, d'essayer d'interpréter ce que l'auteur a voulu dire. Parce que c'est pas, on te délivre pas le message non plus comme ça quoi. C'est touchant, c'est assez triste. J'ai trouvé ça très triste, donc vraiment pour moi c'est pas pour les gosses. Tu t'en souviens quand même. Il y a 2-3 passages qui moi j'ai pas mal cogité après dessus. Donc non ouais c'était quand même une lecture sympa, mais bon voilà c'est le problème quand il y a énormément de remue-ménage sur un livre. On arrive toujours avec des espérances comme ça. Mais bon c'est quand même quelque chose à lire et je suis heureuse de l'avoir lu. Et je comprends mieux certaines allusions quand des gens disent... Tu sais, t'es dans une discussion, les gens parlent, puis ils font ouais, comme dans le Petit Prince, quoi. Ou tiens, ça me fait penser au Petit Prince. Maintenant, je pourrais comprendre. Donc c'est déjà une satisfaction en soi. Bon, deuxième annonce importante. On va parler du second coup de cœur. Et alors, le second coup de cœur, je m'y attendais pas. J'avais acheté ce livre juste parce que j'avais envie de voir le film et que j'aime bien lire les livres avant les films. Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Oh. Magnifique. J'ai fermé mes yeux pendant toute une syllabe, c'est pour dire. On suit l'histoire d'un petit garçon, toutes les nuits il fait des cauchemars traumatisants dans lesquels un démon en forme d'arbre vient lui rendre visite et lui parle. Ce petit garçon est rempli d'angoisse parce qu'il a une maman qui est malade et qui, on le comprend très vite dans le livre, et arrive à la fin du parcours. Pourquoi c'est si beau? Vous allez me dire, ok, c'est juste ça l'histoire. En fait, cet arbre qui va venir dans son sommeil va l'accompagner dans les différentes étapes du deuil. Et c'est pour ça que c'est hyper triste et en même temps hyper beau, parce que quand on a un petit garçon, qu'on perd sa maman, je pense que de toute façon n'importe qui perd sa maman à n'importe quel âge, on redevient un petit garçon ou une petite fille. Donc c'est pour ça, il y a une identification qui est très très forte à ce personnage. Et moi ça m'a bouleversé tout ce que ressentait ce gamin. J'ai été retournée. Mais alors retournée à comme une crêpe quoi, en 2 secondes. C'est très beau. C'est... vraiment, vraiment très très beau. Donc déjà Patrick Ness, du coup je suis allée voir sa bibliographie et j'ai mis dans ma wishlist tous ses livres. Parce que je me suis dit, il a compris l'adolescence déjà, la construction des ados à cet âge où c'est très difficile, où déjà le moindre chose dans ton quotidien est bouleversante, mais alors quand tu es confronté à une chose aussi dramatique. Mais tu vois c'est pas non plus trop dur, t'es pas non plus complètement déprimé quand tu lis ce livre parce que il y a ce côté un peu fantastique avec cet arbre qui lui rend visite, avec qui il dialogue. Du coup, tu sais pas trop si c'est réel ou pas réel. Bref, c'était superbe. Et puis alors moi, je l'ai sous ce format-là, mais achetez-le sous ce format-là. Bon, à la fin, il y a une sorte de petit making-of du film. Moi, j'ai pas regardé parce que je veux pas me spoiler. Mais alors là, ces illustrations dans celui-ci, c'est juste coachant. Tout est en noir et blanc. On dirait que c'est fait à l'encre, au fusain. Et non, ouais, mais purée, qu'est-ce que c'est beau. Mais vous imaginez même pas. T'as vu le truc flippant? Tu comprends pourquoi l'enfant a peur? Vraiment un coup de cœur. Ah, je m'en rappellerai toute ma vie de celui-là.
Je vous jure, et je vais en prendre soin parce que j'ai été bouleversée comme ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc 3 dernières lectures, 3 BD, j'ai dû les rendre. Ah, ça m'a brisé le cœur parce que c'était des super BD. On commence par le tome 1 et 2 de la saga Le Château des Étoiles. Pourquoi j'ai eu envie de lire cette saga? Je vais pas vous mentir, ça fait des années que dès que je les vois dans les librairies, j'ai envie d'aller les ouvrir. Parce que leur couverture me fait beaucoup penser aux couvertures de Jules Verne et que tout l'univers de Jules Verne est un univers qui m'a toujours attirée. Parce que les couleurs sont sublimes, parce que quand tu la feuillettes sans même lire l'histoire, la beauté des illustrations, mais je te raconte pas le travail des couleurs, le travail du dessin et même la narration, c'est excellent. C'est excellent. Tu suis l'histoire d'un petit garçon qui est le fils d'un scientifique, on va dire, inventeur en plus sur les bords, donc on est totalement dans l'époque Jules Verne, qui voilà, est missionné par un prince de Bavière pour découvrir les secrets de l'éther. L'idée, c'est de pouvoir aller un peu dans la conquête spatiale grâce à l'éther qui va nous aider à construire une sorte de vaisseau pour aller voir un peu ce qui se passe sur les autres planètes. J'en dirai pas plus, tout ce que je peux te dire c'est que il y a de l'aventure, il y a de la tendresse, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a des histoires de famille, il y a des méchants qui sont méchants, et t'es dedans. Et surtout, qu'est-ce que c'est beau quoi. Moi je suis conquise par les dessins, j'aime vraiment faire un poster géant. Et enfin, ma dernière lecture du challenge, il s'agit de la BD Shangri-La. Pareil, on est dans un monde futuriste, les gens vivent sur une sorte de station spatiale bizarre. Et alors là, pareil, sur le moment j'ai pas voulu lui mettre un coup de cœur parce que la fin je l'avais trouvée un peu décevante, mais en fait en y revenant je pense que c'est tout de même un coup de cœur. Pour maintenir ce qui reste de la population humaine, en fait on les a bien conditionnés, bien formatés pour tous penser la même chose. Et donc que pensent les humains dans cet avenir? Leur seul objectif c'est de gagner une monnaie, donc de gagner de l'argent pour le dépenser. Voilà, donc tout ce qu'ils font dans leur vie c'est dans le but de dépenser et partout il y a de la publicité, ils sont complètement envahis par cette publicité. Voilà, il y a eu des animaux mais qui sont devenus très humanisés, donc qui marchent sur deux pattes, qui parlent, qui portent des vêtements, enfin qui sont comme des êtres humains. Et l'État, ce petit État qui les dirige tous, cette société, fait exprès d'attiser la haine envers eux pour que les pulsions humaines, en gros, pour que quand à la rage, qu'au lieu que les humains s'entretuent entre eux, tiens, on va aller tuer les gens qu'on nous a dit de tuer, tu vois. T'as déjà compris, rien qu'en m'écoutant raconter sans trop raconter, c'est une critique de notre société mais qui est hyper piquante. Quand je dis piquant, c'est-à-dire qu'à certains moments tu vas faire « Ah, bien joué, t'as raison de dire ça », puis à d'autres moments tu vas faire « Ah ouais, merde, c'est vrai qu'on est comme ça aussi ». C'est très beau. Alors le travail de la composition des pages avec les cases et autres, chapeau l'artiste, c'est vraiment très beau. Les couleurs pareil, un très bon travail. Moi j'aime juste pas trop comment il a dessiné les visages, parce que je trouve qu'ils sont pas assez expressifs. Et du coup on va suivre un mec sur cette station qui ne se reconnaît pas dans cette vision de la vie, et qui évidemment va essayer de rejoindre d'autres gens comme lui pour lutter. Donc on a aussi cette idée de résistance interne qui est très forte, et moi ça me fait beaucoup penser à plein de problèmes sociétals qui peuvent être des guerres de religion, qui peuvent être des conflits entre différents courants de pensée, entre différentes idéologies politiques qui ont pu survenir dans l'histoire de l'humanité ou qui, je crains, risquent de survenir dans un futur proche ou lointain. Et du coup c'est vraiment hyper intelligent, c'est une super critique, et puis quel talent quoi. C'est beau, c'est hyper beau. Et cet avenir flippant pourrait vraiment arriver. Voilà, c'est bouleversant, ça fait un peu peur, ça parle pas mal d'écologie aussi derrière tout ça, donc c'est une BD que je recommande à tout le monde et qui, voilà, dès l'adolescence il faut la lire. Et j'espère qu'elle deviendra un classique du genre parce que c'était vraiment trop bien. Et voilà, quel challenge! Je suis trop heureuse d'y avoir participé pour la première fois officiellement. J'ai donc lu 18 bouquins sur 22, sachant qu'à la base j'avais prévu d'en lire 17. Je suis hyper fière de moi et je valide du coup le plus haut niveau avec un appétit de goule. Ouais, j'avais faim! Comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, activez la cloche pour avoir mes vidéos, partagez cette vidéo, commentez en dessous, ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir échanger avec vous. Des fois, vous me refaites ma journée, donc s'il vous plaît, je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera encore et toujours de bouquins.